qui est une jeune agence d'architectes espagnols qui est installée à Alicante. Et donc, je vais le laisser se présenter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que leur travail s'inscrit dans une approche globale où la complexité est présente et où il y a une recherche d'écriture personnelle et puis, je dirais, une recherche tout court. Et donc, on est très heureux de les accueillir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça va bien, ça? Oui. Bon, pour moi, c'est aussi un grand honneur d'être ici. Je dois remercier l'école pour m'inviter. Je vais essayer de parler en français. Il y a longtemps que je ne parle pas. Quand j'étais jeune, je parlais français, mais j'ai oublié. La conférence va à un titre qui se divise en 4 parties. Directement, on va avoir 4 blocs, 4 histoires qui racontent un peu une sorte d'approche au travail de l'étude, de l'atelier. Vous parlez d'agence, non? Mais pour nous, agence, c'est quelque chose de... Non, c'est la FIA, c'est très important. Nous, on est un atelier d'architecture, on travaille avec des maquettes, on n'est pas si puissant. C'est une parole qui est un peu bizarre. Alors, les 4 parties dont on va parler, dont je veux parler, moi, je parle beaucoup en pluriel, en espagnol, parce que quand on est dans un atelier plus grand, on doit tout le temps en train de parler en troisième personne. Bon, je vais commencer. Alors, de toute façon, si ce genre de conférence intuitive et improvisée, c'est la même chose en espagnol. Daría la misma conferencia si hablase en español y sería igual de caótica. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît l'espagnol, il va comprendre parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont qui semblent beaucoup. Moi, je pense que je parle en français, mais je commence à dire des choses que personne ne comprend. S'il y a quelque chose comme ça, vous essayez de me freiner. Alors, la première partie, j'avais titulé Intuition. C'est la partie où je suis plus présent. Moi, comme Francisco Leiva, architecte d'un groupe qui est plus grand, qui n'est pas un groupe d'architectes seulement, qui est un groupe qui a plusieurs inquiétudes. Moi, j'essaye. Ça va bien? Comment je vous éclaire un petit peu? En haut. Parfait. Maintenant, je ne sais pas comment. Bon, alors, je disais que cette première partie, cette partie de l'intuition, était la partie plus personnelle. C'est une partie où je suis très présent. J'essaye qu'un groupe de personnes soit attiré par mes idées. C'est la deuxième partie, la partie collective. Je vais essayer de vous introduire dans un autre, directement dans le monde de groupe Aranea, un groupe plus grand qui fait des choses collectives et on verra. La troisième partie de l'exposition, ça va être les redessins. C'est
une sorte de redessiner les premières intuitions, on verra. Et la quatrième partie, j'avais titulé Visitas de obra. J'ai essayé de traduire, mais c'est visite sur le chantier, non? Mais j'ai écrit à l'école pour dire comment on traduisait. Ils ont écrit directement Visitas de obra parce que c'était plus drôle, je pense, le titre avec une partie en espagnol et une partie en français. Et j'aime bien. Alors, la première partie, la quatrième? La troisième, c'était le redessin. Ça va être l'accord entre les premières intuitions personnelles et le travail du groupe. Et ça va commencer et c'est la première traduction intuitive des intuitions originelles avec un fort engagement formel. Et on y va. La partie d'intuition tire beaucoup des histoires personnelles, du dessin, tire beaucoup d'une approche très délicate sur le milieu. Aranea est très intéressé sur le traitement des paysages, sur la façon de l'interpréter, la façon de le comprendre, la façon de le communiquer. Bon, cette première partie ne devrait pas parler d'Aranea, c'est plutôt les impressions directes, les lignes qu'on peut retrouver sur le paysage, quelque chose d'intuitif qui va peu à peu générant ou créant quelque chose de plus vrai. Une sorte d'image. La nature est sans doute la première référence et je propose un voyage sur différentes échelles pour la repenser. J'avais écrit ça dans le train, mais maintenant je ne sais pas si c'est bien. J'aime bien l'attitude de l'explorateur du final du 19e siècle, non du final, non, du 19e siècle, qui était absolument excité par l'immensité qu'il y avait devant lui. Je pense que ça serait intéressant de récupérer ce genre d'inquiétude. Je pense que les choses n'ont pas tellement changé. Je pense qu'il y a un immense monde qui peut enrichir notre projet. Comme vous voyez, le dessin est ma façon personnelle de me rattacher à ce monde et pouvoir transmettre mes inquiétudes. C'est la façon qui va permettre de communiquer avec avec un groupe de travail plus grand. J'aimerais aussi parler de hypersensibilité paysagiste. Une attitude une sorte de médium paysagiste, une capacité je ne sais pas si on dit capacité, d'être devant un endroit et relire toutes ces histoires. Et c'est d'abord quelque chose d'intuitif.
ce première approche au paysage, mais je pense que pour mieux intervenir, il faut connaître l'histoire, les moyens qui ont permis la transformation territoriale, et les différentes réalités sociales, et entre autres choses, par exemple, les systèmes de production agricole. Ça va être dans le prochain. Mais aussi, tout ce monde très confortable d'intuition directe sur un papier, sur un cahier, trouve des énormes problèmes quand on se trouve par exemple à une ville comme Alicante, dans une société qui est très très loin des inquiétudes de notre atelier. Pour finaliser, la quatrième partie que j'ai appelée Visitas de obra, on va faire un petit voyage sur une école qu'on vient de finir. On va faire un voyage temporel et spatial à la fois. Ça va être un peu bizarre parce que c'est un voyage qui va durer 3 ans de travaux et bon, on verra. Dans cette première partie, comme transition entre le monde des intuitions et le premier travail du collectif, je voulais laisser 2 projets manifestes qu'on a fait pour Europe 1. Europe 1, je m'appelle 7. On a pris de Runnerab. On n'a pas gagné. Non, les 2 endroits où on a fait Ceuta et on a fait Sintra en Portugal. Et ça a été un peu difficile pour nous. On a fait des projets paysagistes qui n'étaient pas très inquiets pour la façon de vivre, mais plutôt pour essayer de fabriquer de nouveaux paysages habités. Finalement, les projets qui ont gagné sont des projets beaucoup plus commerciaux, beaucoup plus bueno. C'est le projet de Sintra. Ça, c'est les choses que je dois me rappeler. Alors, on a terminé la première partie.
pour que tous ces dessins et tout ce travail ne soit pas silencieux et devienne en quelque sorte une réelle transformation spatiale et territoriale, on a besoin d'une grande équipe de travail. Une équipe avec différents professionnels. À l'atelier, il y a un ingénieur agronome, un biologue, un sociologue, un ingénieur de chemin. Bueno, il fait plutôt des calculs structurels. Et des artistes qui ne sont pas directement à l'équipe, mais ils participent beaucoup. Et surtout des architectes qui sont ceux qui restent sans dormir tous les comment on dit, les entregas, les rendus. Le reste, on n'a pas encore bien compris ce que c'est le rendu. Bueno, je ne sais pas si c'est la même chose, mais il y a quelque chose avec les rendus et les concours que bon, c'est horrible. Bon, alors, vous connaissez Miralles? Non, c'est le collectif Hero. Ces deux photos de l'atelier d'Aranea peuvent témoigner ces deux façons de travailler. L'inquiétude, le travail direct avec les maquettes, avec les mains, et quelque chose de plus apparent. Ça, c'est quelque chose de plus laborieux. Un de nos premiers travaux qui n'a pas encore terminé, c'est l'endroit où on travaille. On a pris un grand bâtiment et on travaille peu à peu dans différents niveaux. Et on est en train de faire une salle d'exposition, un atelier, une habitation, quelque chose de complexe et qui ne termine jamais. Ah. Alors, comment le collectif, quelle façon on a de transformer ces intuitions comment? Alors, d'une part, c'est l'histoire que j'ai racontée un peu sur l'agence, mais Aranea a une structure qui s'adapte pour faire des choses plus puissantes, plus temporelles. Par exemple, une chose qu'on fait, c'est les ateliers, les talleres PH. C'est une concentration d'une soixantaine d'architectes tous les ans. On fait maintenant le PH 06, c'est la 6e année. On a touché plus ou moins toute l'Espagne. On a passé par Galicie, Asturies, Léon, Grenade. C'est quelque chose qui commence à être très puissant et c'est très fort. On a essayé de faire une grande concentration d'architectes en très peu de temps, c'est une semaine et demie. Et la question, c'est de réfléchir et proposer sur un paysage anthropisé de grande valeur et une architecture propre. Essayer de trouver une architecture de l'endroit propre.
Voilà. Comment? Non, non. Oui. Comment, oui, bueno. Sí. Bueno, je suis. Bancal, ça veut dire, bon, ça c'est un petit blague qu'on a fait, ça a commencé aussi à ver, bancal, c'est là, quand en agriculture, on doit faire des escalons pour pouvoir cultiver. C'est une façon de contrôler aussi l'érosion et c'est une façon de transformer en horizontal quelque chose qui est impossible à être utilisé. Alors, dans le premier, bon, ça c'est, ici il y a des bancales. Au premier atelier, au PH 00, on a essayé l'habitation bancale et ça a été vraiment très divertido. Et juste quand ce personnage de Big, vous connaissez Big, l'étude d'année, il vient d'écrire un manifeste qui était Yes is more, vous connaissez? Nous, on était en train de dire bancal et is more. Alors, il est venu à l'école. C'est lui. Alors, toute l'école a répondu que c'est pas. Bon, c'était le bancal qui était plus. Ça a eu une des histoires du projet, c'était pas seulement. C'était de trouver. Bueno, es que esto es un poco difícil. Ay. Bueno. Bueno. Une autre façon d'essayer de... Bueno, je vais passer à la partie plus facile pour moi, que c'est raconter quelques projets. Alors... Redessin. Lors de l'exposition au MoMA de New York, où on a été invité en 2006, et on a eu l'occasion d'écrire un livre sur l'atelier et de réfléchir un peu sur quelle était notre attitude, nos relations avec notre travail. Et on a profité pour repenser notre intuition. Et on a
On a titulé Zombie Tour, zombies comme les zombies, les morts vivants. Et il y a quelque chose de très irrationnel et intuitif et de réel et sur ces personnages qui nous attirent. On est vraiment... et en réfléchissant sur notre façon de travailler, on a vu qu'il y avait... on a fait un travail et on a vu un peu qu'on pouvait expliquer notre travail sur 10 concepts. Et sur ces 10 concepts, on a fait 10 histoires. Ces concepts, c'est la continuité, le parcours, la façon d'illuminer, la sensibilité, la participation, la réalité, la magie, le paysage, le temps et le inachevé. Ça, c'est la publication. On a fait sur une table de 10 mètres, de 2 mètres par... où toutes les pages, proportionnellement, étaient là. Et on a peu à peu montré. On a fait ça. Voilà. Alors, on va commencer. J'avais l'intention, mais je pense que je ne vais pas faire, de raconter 10 projets en relation avec ces 10 concepts, mais directement, je vais raconter les projets, parce que ça va être plus facile. Je vais commencer par le projet du centre de thalassothérapie de Gijón, au nord de l'Espagne. C'est un centre, un balnéaire, prend directement l'eau marine. C'est un endroit où la marée change beaucoup et l'immeuble avait l'intention de contrôler cette marée, contrôler l'eau et permettre le bain directement dans l'eau salée, dans un grand patio. Et c'est cette pièce que vous voyez. Et aussi, il y a quelque chose, je n'ai pas dit, bon, j'ai préparé beaucoup de dessins, si je n'arrive pas à trop bien expliquer, ce qui manquait encore maintenant. Bon, alors, un autre projet que je voulais vous... Je vais essayer de entrelacer les projets. C'est comme ça qu'on dit?
Ça, c'est un centre psychosocial. Bon, le projet d'avant, celui-là, c'est le projet qui a été exposé au MoMA de New York. La maquette est maintenant à l'exposition permanente du musée. Et c'est le projet plus important qui nous a le plus grand succès de l'atelier. C'est un concours international qu'on a gagné en 2002. Et l'exposition a été en 2006. Et le projet n'est pas encore construit. Et je pense que ça ne va pas très bien pour qu'il se construise. Bon. Directement, espera un moment. C'est drôle parce que, alors, c'est drôle parce que lors de l'exposition du MoMA de New York, la presse espagnole, ça c'est une image du pays, commençait l'exposition avec notre projet. C'était le projet, c'était une exposition d'architecture espagnole qui a eu lieu il y a 4 ans. Il était présent tous les architectes internationaux parce qu'il y a 4 ans en Espagne, 3 ans en Espagne, il y avait tout le monde qui construisait. Il y avait, l'Espagne, vous savez, ça a eu une croissance très grande et très éphémère. Et maintenant, on est en train de vivre les conséquences de cette... vous savez bien. Alors, après cette image, en 2008, autrefois le Pays écrit l'Espagne qui n'a pas pu être. Et parle du grand projet de Gijón qui ne va pas changer la ville de Gijón, le projet qui aurait pu changer la ville de Gijón, qui allait être... Et c'est comme ça. Et maintenant, à Gijón, à l'endroit, on est en train de construire quelque chose qui n'est pas notre projet. Et c'est pas très intéressant. Alors, on y va. Bon, je vais passer un peu rapide sur d'autres projets pour que vous voyez un peu la façon, la relation entre les premiers dessins et les premières matérialisations, les premières traductions formelles. Et peu à peu, la plupart, ce sont des concours où on a gagné, où on a réussi à prendre un prix. Après, je vous montrerai comment Aranea a pris plusieurs prix, mais n'a pas la chance, et quand les choses qu'il construit, que ce sont toujours les endroits les plus durs. Et on est maintenant spécialisé à des projets très durs. Quand notre projet sont vraiment, je dirais, subtils ou délicats ou quelque chose comme ça. Mais les projets qu'on a construits sont, et je vais vous montrer vraiment des choses dures qui ont une relation très directe avec Alicante, avec une société et une résistance à quelque chose. On ne peut pas mettre directement quelque chose comme ça dans un endroit comme Alicante. Voilà. Ça, c'est un centre culturel, San Vicente del Raspey. Sur un endroit, on fabrique une place qui est un peu au-dessus et on essaye de construire un endroit qui, ici, n'est pas du tout intéressant, mais en baissant le niveau,
on peut se fabriquer cet endroit. Ça, c'est un peu toutes les histoires du projet. Ça, c'était un endroit très laid. On aurait pu gagner, mais on est second à ce concours. Bon. Ça, c'est un autre projet à San Vicente del Raspeig. C'est une ville très, très proche à Alicante. C'est un projet pour une bibliothèque. Et on a gagné le concours et on a construit. C'est un équipement, un édifice public qui est dans un endroit vraiment laid. Et en plus, il est medianero. Comment on dit medianero? Non, bueno. Il y a une construction qui est... oui, mais qui était encore pas faite quand on a fait le projet. C'était vraiment un endroit là, très peu intéressant. On savait qu'il y avait dans un futur, il y aurait quelque chose là. On voyait que ce qu'il y avait à côté, on imaginait que ça devait être horrible. Et finalement, ça a été horrible. Et notre idée, c'était encore de fabriquer quelque chose artificiel. Et ça, c'est un schéma de la plante. Ça, c'est l'espace public. C'est une sorte de ensaïmada, comment on dit? Ensaïmade de lumière. C'est une montée très lente, une montée de livres et de lumière. On voulait, ça c'est pas le projet, mais c'est une partie du projet mise dans un autre endroit parce que c'était un peu ça ce qu'on voulait. Pas peut-être tellement de nature parce qu'on n'a pas la nature là, mais si essayer d'avoir une bibliothèque très publique. C'était la rue qui devait être la bibliothèque. C'est une rue, une petite rue. Ça, c'est le premier dessin de cette bibliothèque, où déjà on voit les murs vont être des livres, la relation entre les livres et la lumière, et comme ça va se répéter une autre fois. Des images de cet immeuble, un peu un schéma. Ici, on peut voir comment on rentre. On est accompagné par les livres, on est accompagné encore par la lumière d'en haut. On remonte et tout ça, ça va être les endroits les plus publics de la bibliothèque. Après, on passe par ce couloir qui a aussi sa propre illumination, et on monte dans cet espace. Cet espace-là, c'est l'espace d'études et qui est plus... Il y a toute une gradation de l'intimité qui se produit dans cet immeuble. En bas, je n'ai pas dit, mais juste en bas sont les enfants. Les enfants sont dans la rue et c'était quelque chose d'important parce que San Vicente n'est pas un endroit trop culturel. Et la façon d'attirer les gens à la bibliothèque, c'est à travers les enfants. Parce que la relation est très directe entre la grand-mère, le grand-père, l'enfant, la mère qui va l'emmener. Alors, les enfants sont là. Ça, c'est ce que je vous disais. On commence à voir vraiment de très durs bâtiments, mais l'endroit, moi, directement, je pense que je n'ai pas fait des photos de l'endroit parce que je n'aime pas beaucoup le voir. C'est un immeuble totalement
opaque. Seul, on voit directement la grande rue qui se projette à l'extérieur, le monde des enfants, et ça, cette rampe, c'est directement la rampe qui fait le premier tour de l'espace public. Il y a toute une histoire aussi sur cette façon de teindre le mur de béton avec des mots. C'est surtout pour faire une transition entre le béton et le béton gris et l'intérieur qui est en yeso carton, pladur, blanc. Et voilà, quelques plantes, mais ce n'est pas question maintenant de voir tout ça. Alors, tous les endroits, les espaces qui vont en cascade, où on est en train de voir tout ça. Et bueno, claro. Maintenant, je me rappelle pourquoi l'ordre des projets avait relation avec ce que je vous avais dit de la publication. C'était partie de la réalité, ce projet-là. C'était un projet très petit. Bueno, c'est un projet pour c'est un plan de protection d'un village qui est très intéressant à Alicante. Et c'est une intervention ponctuelle dans différents endroits et un changement de traitement de rue. On a fait, bueno, je vais seulement vous raconter un peu l'histoire, comment bueno, cette relation directe entre ce sol et cette pièce, que ce sont des pièces pour illuminer, des pièces pour enregistrer, des pièces qui sont plusieurs choses. Bueno. Dans le monde de la réalité, on avait aussi un petit projet de vivienda sociale en Asturias, au nord de l'Espagne. C'est un autre concours qu'on a gagné, un concours très petit, très peu intéressant, et c'est seulement quelques relations entre différentes habitations qui font des rapports intéressants entre les pièces et pero bueno, je vais rapidement passer. Un autre projet qu'on vient de, bueno, on a gagné en 2007, c'est un grand projet pour 120 habitations à Alicante. C'est une pièce aussi dure à l'extérieur, dans un endroit qui n'est pas vraiment dur, mais il est monotone, un endroit totalement neuf. C'est un immeuble public, ce sont des habitations de protection officielle, mais dans un plan qui est terminé. Ce n'est pas normal, normalement l'officiel va en ouvrant le chemin, mais nous on arrivait les derniers dans un plan qui est totalement, c'était la dernière parcelle d'un endroit totalement, bon, voilà. L'histoire était de créer une communauté dans tous les niveaux.
On ne voulait pas la typique connexion verticale, on voulait des endroits publics dans tous les niveaux. Et alors, une concaténation d'espaces publics reliés avec des connexions verticales crée des espaces publics en haut. Parce que c'était... on voulait changer la tradition de seulement utiliser le jardin inférieur quand ce genre de... il y a l'opportunité de voir des paysages qui sont pas mal, mais il faut gagner de hauteur. Et ce qui a été le plus intéressant au projet, c'est la façon où on a construit l'intérieur de ce bâtiment. C'est tout ici, je n'ai pas porté les plans techniques, mais c'est tout un mur végétal transparent. Ce sont 250 mètres de longueur et il y a 12 étages. C'est vraiment une pièce. L'étude à niveau agronomique, bon, agronomique, c'est pas à niveau technique de ça. C'est seulement le contrôle du riego, de l'arrosement sectorisé, et vraiment un plan, c'est un plan qui est... Ce projet, on commençait cette année à le construire, mais la crise a paralysé la construction et on est en train d'attendre quelque chose de petit, une reconstruction d'un vide urbain. On a reconstruit avec une pièce pour qu'elle devienne une pièce verte aussi. Je n'ai pas les photos avec le vert, mais ça c'est le contrôle digital de toute cette complexité. Là et là. Et ici, c'est Maria qui est très fière de son œuvre. Et un autre projet pour un centre paysagiste en Navarra. Celui-là, on n'a pas gagné. C'est ce genre de projet qu'on aime bien. Un projet qui se dessine comme il se cultive. C'est la façon de cultiver un endroit qui va donner les clés pour construire. C'est clair. Un autre projet. Je vais passer un peu rapidement. Voilà. On vient de gagner ce projet, mais on vient de gagner il y a 15 jours. Ça a été un concours par invitation pour faire le centre d'observation du milieu urbain. C'est quelque chose, centre d'interprétation du milieu urbain d'Alicante. Je pense que maintenant en Espagne, après toutes ces histoires de construire comme des fous, les politiques veulent créer des, no sé,
Et ce genre de projet commence à... En Espagne, il y a seulement un, à Malaga. C'est une ville qui rappelle beaucoup Alicante. C'est quelque chose de... Une ville très facile, une relation très bonne avec le milieu, avec le climat, avec la... Ce sont des villes qui ont vraiment changé en très peu de temps. Et maintenant, c'est Alicante qui veut un autre comme ça. Alors, le projet, c'est un parcours très doux dans un... Ouais. Un parcours qu'on profite pour observer. Les dessins sont pas très... sont directement du concours. On avait aussi un conditionnel de l'endroit, c'est qu'il y avait une grande réserve d'eau. Et on pouvait utiliser, mais ce n'est pas normal en Espagne, parce et surtout en Alicante, on a des énormes problèmes avec de l'eau. Mais ici, il y avait cette possibilité. Alors on a décidé de faire aussi une histoire avec ce centre nuage au centre du projet. Et vous pouvez voir un peu. Le programme, c'est un centre d'information, bibliothèque, documentation, un grand archive. Archivo, c'est un archive. Bueno, c'est quelque chose de bastante normal. Et un autre projet qu'on vient de gagner encore, on est très... Bon, ce projet-là, ça commence à être un peu facile. On ne doit pas créer un endroit en se fermant, comme on a fait à la bibliothèque, comme on fera après à l'école de Rafale que je vais vous montrer. Ça, ce sont des projets où on peut se laisser, c'est facile à faire. Un projet que je ne vais pas vous raconter parce que c'est vraiment très long. Et je voulais mettre ces dessins qui sont très proches au dessin qu'on a mis dans la première partie parce que ce projet est un des projets, le titre du projet, c'est le traitement du rio, comment je dis, du fleuve, du fleuve Vinalopó qui passe par Elche. Elche, c'est une ville aussi grande qu'Alicante, une ville bimillénaire qui a une grande plantation de palmeras. Comment on dit palmeras? Bon, c'est le traitement de 3 km où on a, c'est un fleuve qui est très déprimé. On a des moments où on déprimé, on dit déprimé? Non, dépressé. Non. Comment on dit ça? Il y a une grande profondeur. Dépression. Non? On dit dépression? Non. Bon, il est déprimé un peu. Il y a des moments où il y a 40 mètres. Et donc, les moments de 40 mètres sont là. Mais là, on peut être sur une trentaine. Et c'est tout un tas de relations qui vont entrelaçant deux parties d'une ville. Ça, c'est
comment on dit ces arbres? Les palmiers. Pardon. Les palmiers. Bueno. Bueno. A ver, un momentito, ¿no? C'est un projet très ambitieux qui est, ça veut dire qu'on va faire seulement 3 interventions, je suis sûr, parce qu'on a proposé presque une vingtaine de nouveaux ponts. Ce sont des ponts qui ont aussi des petites interventions, il y a pas des choses dans les ponts. C'est pas seulement historiquement, la façon qu'il y avait la ville de se connecter était seulement par des ponts où la voiture a été là, a dominé les ponts. Nous, on propose des ponts qui sont pas perpendiculaires. Ce sont des ponts qui vont avec le fleuve, qui permettent aussi croiser, mais aussi faire un parcours en profitant de ce moment qui est un des plus intéressants quand on parcourt, mais pas seulement comme un moment où on doit passer, vous pouvez imaginer. Je n'ai pas les photos de la maquette bonne. Les photos sont de la nuit même, sont des photos faites à 7 heures du matin. Ce sont les uniques photos que j'ai d'une grande maquette de 4 mètres qu'on a fait. Et on ne voit pas très bien, mais bon, vous pouvez imaginer. Espera. Quand on travaillait avec cette maquette, on ne pouvait pas ouvrir la porte. Bon, ça c'est... Bueno, et pour terminer, je vais vous montrer une visite rapide sur Rafale. Avant, je voulais parler du contexte. Ça, c'est très proche. À Rafale, c'est Torrevieja. Ce sont des endroits vraiment terribles. Quand on voit ça, on ne pense pas que ce soit vrai. Ce n'est pas une maquette, c'est comme ça. Peu à peu, les territoires proches à ce genre d'intervention deviennent de plus en plus pauvres et toute activité agricole disparaît. Et finalement, ce monstre conquit tout ça. On trouve des ingénieuses façons de traduire que c'est la voiture l'unique protagoniste de ces espaces. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est fou, mais c'est réel. Ça, c'est un parc naturel protégé. Vraiment très, très intéressant. Vous voyez comment il n'y a aucune
relation, ça, ce monstre ne peut pas... Il y a une ligne qui dit jusqu'ici, mais il n'y a aucune approche, aucune relation. Ça, c'est le contexte proche au projet, ou par exemple ça. On doit faire un équipement public dans une plage qui est une belle plage avec des dunes, avec une végétation. Et bon, on fait ça. On met une petite chose. Bon. Cette image truquée montre, je pense que c'est l'image du monstre qui est là. Bon, alors, après voir ça, ah ouais, non. Ça, c'est une image de notre projet. Ça, ce sont... Aïe. Le bâtiment va être vigilé par ce genre de construction tout le temps. Mais c'est comme dans la bibliothèque, ils ne sont pas encore faits. Mais on voit les affiches et on voit le genre de choses qu'on va faire. Et nous, on ne peut pas faire quelque chose d'ouvert, de généreux ici. Nous, on doit essayer que cet endroit ait une vie propre. C'est propre. On ne veut pas c'est un peu égoïste, mais quand on est là, bon, de toute façon, l'école, c'est quelque chose de très fermé. L'idée de l'école, c'était vraiment compatible avec ça. Alors, je vais vous montrer quelques images. Bon, la plante, bon, c'est pas finalement celle-là. Vous verrez que le projet a changé un peu la parcelle parce que le projet s'est amplié plusieurs fois. C'est un projet très long qui commence. On a gagné le concours en 2003 et maintenant, en 2009, ce cours-là, ils ont commencé les enfants. Et voilà, juste en septembre. L'œuvre est presque achevée, on est encore en train de faire des dernières histoires, mais ça n'a pas d'importance pour le fonctionnement du centre. On voit un peu comment le projet, l'immeuble occupe toute la parcelle et va créer un grand patio qui va être nourri de petits patios qui vont essayer de petits patios au niveau du sol, mais aussi en hauteur. Je vais vous montrer un peu un parcours par ce projet. Ce sont des images que je vais passer rapidement. C'est un parcours aussi sur le temps du projet. Ça, c'est la partie de visitas de obra. Et si, bon, je voulais réfléchir un peu aussi sur si le saut de la première, du cahier au collectif peut être délicat, le saut entre le projet et le chantier est une guerre. Nous, à l'atelier, on
contrôle le projet totalement. Je ne sais pas si en France, vous êtes tellement... Je ne sais pas comment vous travaillez. Nous, on a toutes les semaines une visite et je pense que c'est très important la relation qu'on entretient avec l'entreprise constructrice. Je pense que c'est une longue épreuve de coexistence. Ces images le temps va passant dans une direction, dans une autre. C'est une personne très importante dans l'œuvre. C'est le chef d'œuvre. Il faut établir une bonne relation avec lui parce que ça devient très important. Maria, qui était si fière, maintenant ne l'est pas.
Bon. Finalement, cette pièce-là a été le succès plus important de l'école. Chaque matin, les enfants, quand ils arrivent, vont jusqu'elle, touchent un peu pour voir si elle est humide ou non. Alors, si elle n'est pas humide, ils savent que lors comment on dit, de la récréation, ils vont tous, ils passent toute la récréation en train de sauter, de se lancer par ça. Les premiers jours, il y avait ce genre de personnage, un professeur, qui interdisait aux enfants de se lancer parce que bon, c'était la première réaction des professeurs, c'était de fermer ça et de ne pas. Finalement, ils n'ont pas pu lutter avec ça et c'est un grand succès. Ce genre de personnage glissant. Nous, on a dû faire la preuve de tout ça avant, évidemment. Et ça, c'est le personnage que je vous ai dit, un des personnages importants de l'œuvre. Et l'autre, je ne sais pas comment traduire directement. Un, c'est celui qui est dans l'œuvre, dans le chantier, et l'autre, c'est son chef, mais il gagne moins. Celui-là, il a un grand bloc tout plein de prix contradictoires. Et tous les jours, vous le voyez là, il dit, bon, ce que tu veux, mais il faut signer. Et alors, ça c'est la lutte de tous les jours. Bon. Bon, je n'ai pas dit, c'est un projet avec un très peu budget. Bon, c'est un projet c'est un projet public, c'est une école publique. Et à la Communauté valencienne, il y a une entreprise qui fait tous ces bâtiments. Et elle ne veut pas avoir des problèmes, elle n'a aucune expectative pour ce centre. En tout cas, il y aurait des expectatives pour un centre dans une grande ville. Mais ça s'est perdu. Rafale, je ne sais pas si c'est 2000 habitants ou quelque chose comme ça, au moins. C'est aucun intérêt. Mais, quand ils ont vu le bâtiment, ils commencent à se mettre médaille et peut-être ils vont faire un autre comme ça. C'est le premier bâtiment de ce genre qui n'est pas une pièce. Toutes les écoles, sauf des cas très, très urbains où il n'y a aucune possibilité dans un centre-ville, en Valence, il y a des écoles en hauteur où on fait des équipements sportifs en haut, mais ce sont des cas qui sont conditionnés à des prix du sol très, très grands. Mais dans un cas comme celui-là, le normal, c'est de faire la pièce et la fermer. Et, voilà. Et je vais terminer le tour. Et ça, c'est moi qui lutte avec eux. Et pour terminer, je voulais entrelacer, je commence, je sais ce mot, va bien. Je voulais entrelacer ça avec la première partie, avec les intuitions. J'ai pas pu faire la sélection,
j'avais fait une photo de tous les manger qu'on faisait toutes les visites au chantier. Et chaque manger, moi, je faisais un dessin. Et j'avais tout le temps les gens du chantier qui disaient qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et moi, c'est une façon de... Ça, c'est pas le pire. Dans ce côté-là, il y a un grand taureau. Et la première fois, j'ai dû manger en bas. Et bon, la tête d'un taureau, c'est quelque chose comme ça. C'est ce genre de... Bon, tous, bon. Et c'est fini. Moi, je ne veux pas parler plus. Bonsoir. En fait, j'aurais juste une question. Votre relation au travail de Miralles, De quoi? de Enrique Miralles, Si. quelle est la relation à son travail, enfin à ses projets? Absolue admiration. Ah non, moi je peux parler, mais... Non, moi j'ai toujours des questions un peu embêtantes, peut-être parce que il y a un mot qui m'est venu. Bon, j'ai une énorme admiration pour ce que j'ai vu. C'est donc aussi bien esthétique que pour la démarche. Après, est-ce que tu développes, au moins dans ta tête, quelque chose de théorique par rapport à cette manière de... C'est un peu des flux il y a comme une viscosité. Enfin, on voit, tu tires des labours de la nature, des espèces de choses qui viennent se mélanger, s'entrelacer. Enfin, on sent c'est visionnaire. Enfin, mais c'est très bon. Non, c'est très bien. Mais après, justement pour aller dans le saut technique, enfin, je sais pas. Je suis toujours un peu frustré, bien sûr, d'explications plus techniques. En fait, pas techniques, mais théoriques. Quand je vois comme les faux plafonds, tout est décalé. On peut se permettre, dans ta manière de travailler, de votre manière de travailler, il y a c'est des couches qui sont assez autonomes, donc en fait, il y a toujours moyen de réagir, de changer de direction, parce que dans ta manière enfin là, c'est une approche, bon, intuition, redessin. Alors bon, je suis ravi, vraiment, mais en même temps, j'ai une toute petite frustration sur une approche plus... voilà. Est-ce que vous avez, quand vous discutez entre vous, des méthodologies quand même non, rien, à l'arrache. Oui, oui. Qui c'est qui dessine Tu dessines aussi sur AutoCAD ou non? Moi, Vous êtes des bons gratteurs. je redessine tout le temps. Avant, je dessinais, mais maintenant, non.
je ne dessine plus. Non, 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 je dessine beaucoup en main. Sur des plans, on imprime en grand et on redessine. Redessine continue. C'est la façon qu'on a travaillé. Sur les, je ne suis pas très ami moi, je suis la partie moins technique ou moins moins méthodologique de RNA. Il y a des gens de l'atelier qui voudraient répondre très bien à ta question, mais moi, je ne veux pas les règles. J'essaye, et c'est dur parce que chaque projet, on essaye de trouver des nouveaux. Il y a des fois qu'on peut plus, il y a des idées qui se reproduisent. Je voulais vous montrer comment les dessins se retroalimentent tout le temps. Les projets sautent d'un autre parce qu'on n'a pas réussi celui-là. L'idée de continuité est totalement présente dans la plupart des projets. La continuité, j'aime bien la continuité quand on a un grand espace, quand on a la possibilité, cette continuité formelle avec des courbes douces. Cette continuité ne peut pas se produire quand le budget ne le permet pas, quand le programme ne le permet pas. Et cette continuité se transforme en quelque chose de plus conceptuel. Et ce n'est pas une continuité formelle. Moi, je suis plus proche de la continuité formelle. J'aime bien ça. Mais je ne suis pas en train de répondre à ta question, mais oui. Parce que finalement, associer des personnes qui ont une vision différente, est-ce que tu pourrais décrire comment ça se passe et qu'est-ce que ça apporte en plus sur le travail de conception? Est-ce qu'il y a une chronologie ou sûrement pas peut-être? Ou est-ce que ça se déroule différemment suivant le projet? C'est difficile, je sais bien. Oui. C'est une des choses qu'on est en train de construire, cette relation avec plusieurs personnes. La façon de commencer a été ça a été de tirer personnellement et de lancer toutes ces histoires. Et ces histoires, d'abord, il faut que les gens les comprennent, les gens se transforment en propre et finalement, ils doivent donner un pas plus. Et ça marche des fois, ça ne marche pas d'autres. Il y a des fois où et le projet ne fonctionne pas très bien parce que c'est quelque chose où moi je lance une chose et ça va pas si bien. Et comment on garantit ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est quand l'idée est bonne et elle est possible, ça va très bien tout. Alors tout le monde travaille très bien et l'idée et le projet génère d'autres idées que tout le monde peut participer et peut mettre sur la table. Mais je ne pense pas que ce soit facile d'avoir des règles sur tout ça. Nous, on essaye de nous retrouver dans chaque place. Alors, si on essaye ça, c'est difficile de savoir qui nous... Voilà.
c'est difficile de faire cette structure, mais de toute façon, maintenant l'atelier est en train de vivre un moment de changement et on doit répondre à ces questions. Mais on n'a pas encore de réponses. Moi, je suis venu racontant les intuitions, c'est la partie la plus proche. J'ai essayé de raconter les redessins, que ça veut dire un peu comment ces intuitions, un peu, ont parti aussi, ont parti sur plusieurs gens. Et j'ai montré un exemple. Ce n'est pas le meilleur, c'est un long exemple. Ce sont 3 ans d'exemple. C'est un peu dur, cet exemple, mais c'est ce qu'on peut faire si on n'a pas la chance de faire des choses mieux où on vit. C'est vraiment, j'ai essayé de montrer quelque chose de vrai. C'est pas, il n'y a aucune photo est professionnelle, c'est tout. Bon, professionnel, c'est tout sans puiner. C'est dit, non? Non. Cru. Peut-être pour poursuivre sur cette question de l'organisation, votre atelier fonctionne de manière presque autonome, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des compétences techniques à l'extérieur ou est-ce que vous avez comme objectif de rassembler toutes ces compétences dans l'atelier? On a essayé d'abord, quand on a commencé, à garantir tout, mais finalement, on n'a pas, on doit chercher surtout quand on a des besoins structurels puissants. C'est surtout les structures. On ne fait pas ça, non. Et on a une personne qui fait les premiers esquisses et prédimensionne, mais quand il y a des projets qui commencent à être vraiment... Par exemple, le projet, il est grand, le projet des habitations collectives à Alicante semble un projet très, très facile, mais c'est très, très, très stretch. Entonces, ça commence à être avoir un comportement notaire. C'est une seule vivienda très étroite. Entonces, le projet, on a commencé, on pensait, on va faire nous, mais ça n'a pas été si facile. Voilà. Et le rôle du paysagiste et de l'agronome, c'est ça, l'ingénieur agronome, dans le projet, comment ça se passe avec les architectes? Bueno. Elle aurait venu, la paysagiste, on est à Rainea, il y a 2 personnes qui sont en devant de ce groupe. Moi, je suis une, et l'autre, c'est la paysagiste. C'est Martha. Mais Martha, maintenant, est enceinte et elle va être maman peut-être aujourd'hui, peut-être... et moi aussi, je vais devenir père. Le risque quand même de venir. Merci. Merci beaucoup.